C'était quelqu'un qui avait beaucoup de volonté, qui avait beaucoup de clarté d'esprit, et quelqu'un qui tenait à sa liberté. C'est-à-dire, par exemple, vis-à-vis du sexe féminin, il était un petit peu comme un cavalier libre qui allait un peu dans toute l'Europe. Et il refusait de s'engager vraiment. Dans la mesure où il était quelqu'un qui voulait garder sa liberté de changer d'avis, et donc il refusait de s'engager, il n'était pas forcément facile à vivre. Il contestait facilement. Hein. Si on prend l'exemple de certaines discussions qu'il avait avec Robert Val. Alors Robert Val s'est vexé du fait que Descartes avait oublié de le prévenir quand il avait sorti sa géométrie analytique en demandant l'avis des plus grands mathématiciens de l'époque, quoi. Et bon, c'est sûr que Robert Val en faisait partie, des plus grands mathématiciens, mais il y avait eu 2-3 choses. C'est 10 ans plus tôt, il avait changé de nom, il avait changé de localité, etc. Donc Descartes n'était pas au courant. Et Robert Val lui en voulait encore une dizaine d'années plus tard de cet oubli. Et bon, alors dans la pièce, je mets une scène un peu amusante, mais qui était réelle, quoi, où il y a une engueulade un peu forte. Nous sommes arrivés au point où nous allons nous quitter. J'espère que mes propos ne vous auront pas coupé l'appétit. Voilà. Parce que, disons, il y avait une animosité entre les deux. Et alors, j'utilise ça dans la pièce parce que Robert Val était un peu du parti de la famille Pascal père et fils, et il y avait des désaccords entre Descartes et les Pascal, on va dire, mais Descartes avait beaucoup d'estime pour Pascal, Blaise Pascal, et à la différence de Robert Val, je montre, malgré les désaccords entre les deux hommes, voilà, la cordialité du rapport qu'il y avait entre ces deux génies extraordinaires et très différents qui étaient Pascal et Descartes. Donc, voilà. Un autre philosophe dont j'examine les relations avec Descartes dans la pièce, c'est Hobbes. Donc Hobbes, c'était un philosophe qui avait lu les méditations de Descartes, mais il avait fait des objections, il n'était pas d'accord. Et là, il y a eu une tentative de réconciliation chez le marquis de Newcastle entre Descartes et Hobbes. Et je montre des discussions entre eux. Et alors, il y a une question très importante qui est celle du libre arbitre, sur laquelle Hobbes avait un avis complètement différent. Alors Hobbes, il avait un point de vue de physicien sur cette question-là. Alors c'était, on parlait des forces F1, F2, vous voyez, des forces qui vont en sens opposé, qui se neutralisent, etc. Et donc lui se représentait l'intérieur de l'être humain sur ce modèle. Et il pensait, voilà, si un être humain a une tendance qui le pousse à faire une chose, puis une autre tendance qui le pousse à faire le contraire, les deux forces éventuellement vont s'équilibrer. À un moment donné, elles vont se retrouver. Et alors, si ces deux forces s'équilibrent, eh bien, on va appeler ça délibération volontaire. Mais Hobbes disait, non, ça c'est une mauvaise expression, c'est le mauvais usage du langage, le langage nous fait penser de travers. En fait, il n'y a pas du tout de volonté, c'est juste deux forces qui s'équilibrent. Et du coup, il n'y a rien qui se fait. Et puis, si les circonstances changent ou la vie intérieure de la personne change et qu'une des deux forces l'emporte sur l'autre, on va parler de décision volontaire. Et c'était le langage traditionnel d'Aristote, et c'était aussi le langage de Descartes, qui est d'accord avec Aristote sur ce point. C'est pas toujours qu'il est d'accord avec Aristote. Hein. Et donc, Hobbes disait, ben non, on a tort de parler de décision volontaire, la volonté est une illusion, il n'y a pas de volonté libre, il n'y a pas de libre arbitre, c'est
deux forces qui se sont longtemps affrontées, puis l'une a fini par l'emporter sur l'autre ou sur les autres, et on emploie le mot volonté, mais c'est juste la victoire de la force la plus grande sur la force la moins forte. Il parle en physicien. Voilà. Cette liaison qu'il a eue avec cette Hollandaise, il y a eu une petite Francine, qui malheureusement est morte à l'âge de 5 ans. Descartes s'en remettra jamais. Alors, il disait que c'était le plus grand chagrin qu'il ait ressenti dans toute sa vie. Et donc, bien qu'il ait vécu à un moment donné loin de cette servante qui s'appelait Hélène, il avait gardé une affection pour elle et pour la petite fille, quoi, à laquelle il tenait beaucoup. Alors, dans la pièce, les tribulations de René Descartes commencent en partie post-mortem. C'est-à-dire que j'ai imaginé Descartes arrivant avec tout son bagage intellectuel dans l'au-delà, et il est surpris par un certain nombre de choses quand il arrive, et donc c'est pour ça qu'il y a des tribulations, il est secoué un peu, quoi. Il y a des choses étonnantes. Alors, le fait que on essaye de représenter dans une œuvre littéraire quelque chose de ce qui peut se passer dans l'au-delà, on trouve ça chez Homère, on trouve ça chez Virgile, on trouve ça chez Dante, on trouve ça chez Hugo. Vous voyez, donc c'est une tradition des écrivains d'essayer de regarder un peu comment ça se passe là-bas. Et l'une des choses qui surprend Descartes, à laquelle moi je crois, c'est pour ça que je l'ai mis dans la pièce, c'est que si une enfant meurt à 5 ans, une fois qu'elle arrive de l'autre côté, du miroir, elle est prise en charge, elle est éduquée, on va lui apprendre des choses et elle va grandir. Et ce qui fait que quand Descartes va retrouver sa fille des années plus tard, il va la retrouver grandie. Et voilà, il y a un rapport là. Descartes, révolutionnaire en physique, en mathématiques, en philosophie, pas révolutionnaire en politique. Il dit, ma foi, je vais rechercher l'avis et les avis des personnes modérées qui sont estimées, et je vais me tenir à ça. Donc, je vais plutôt essayer de me changer moi que de changer l'ordre du monde. Donc il y a une profession de foi de conservatisme d'une certaine façon, c'est le XVIIe siècle. Hein. Donc il faut voir ça. Descartes, voilà, donc il n'entre pas en bagarre contre tout. Il se garde sa liberté d'examen. Voilà, ça c'est fondamental. Il garde sa liberté d'examen, mais sur la politique, donc il n'a pas du tout les idées politiques de Hobbes, voilà, par exemple, ça c'est une chose certaine, mais Hobbes c'était un théoricien du pouvoir absolu. Donc ce qu'il a fait, Descartes, c'est qu'il a préféré s'exiler pour être tranquille. Donc il est allé vivre aux Pays-Bas, qui était à l'époque un pays où on pouvait exprimer librement des idées protestantes ou catholiques ou juives, ou etc. Donc il y avait une espèce de laïcité, si on peut dire, en Hollande. Et Descartes s'y trouvait bien, et dans les principautés allemandes, et en Hollande, donc dans des pays protestants, mais tout en... Voilà, là aussi il ne contestait pas tout en réaffirmant qu'il voulait garder la religion de sa nourrice et de son roi. Donc il avait des protestants qu'il fréquentait, qu'il aimait beaucoup, qu'il estimait, comme la princesse Élisabeth par exemple. C'était une vraie amitié. Mais donc, malgré cette amitié qu'il a eue pour des protestants, et les bonnes relations qu'il avait avec eux, il disait, non, moi je suis catholique. Et il voulait garder, comme je disais tout à l'heure, la religion de sa nourrice et de son roi. Et il y a aussi autre chose à noter, c'est quand il s'est vu mourir, disons, il a vu qu'il allait mourir, les services de la reine
ont proposé qu'il soit enterré dans le tombeau royal, là où il y avait un peu comme le Saint-Denis de Stockholm, quoi, quelque chose comme ça. Et Descartes a fait savoir qu'il n'était pas d'accord, parce que c'était protestant. Il n'y a pas de cimetière catholique à Stockholm. Il a demandé à être enterré dans l'endroit où on mettait les enfants morts sans baptême. Il est mort à 54 ans, et lui il disait, avec mes idées et ma manière à moi de me soigner, je vivrai au-delà de 100 ans. Là, il s'était trompé. Alors, il faut dire d'abord que la médecine de l'époque, Molière par exemple, s'en moque, il nous fait rire à ce sujet. Donc, Descartes avait l'expérience d'être venu à bout d'une santé fragile dans sa jeunesse. Ouais. Voilà, il avait une santé fragile quand il avait 12 ans, 14 ans, etc. Et à un moment donné, quand il a eu tellement de succès, quand il réfléchissait sur un problème en physique, en mathématiques, etc., en optique, du coup, il s'est dit, ben, si j'appliquais ces méthodes aux soins de ma santé, je devrais arriver à me guérir. Et il y est parvenu. Alors, il a eu des moyens raisonnables, il a fait de l'exercice, il a pris soin de sa santé, mais il a réussi à venir à bout de cette santé fragile de jeunesse. Du coup, il a décidé de continuer à s'occuper de lui, et c'est pour ça qu'il avait pris l'habitude d'être son propre médecin. Voilà. Et comme beaucoup de choses lui réussissaient, et qu'il avait réussi à venir à bout de cette faiblesse de santé de jeunesse, il avait pensé que, ma foi, il allait vivre jusqu'à plus de 100 ans. Il n'avait pas trop de considération pour les animaux. Il était en accord avec les idées de l'Église de l'époque, mais disons, les animaux n'ont pas d'âme. Voilà. Alors, lui était passionné pour l'anatomie et la physiologie expérimentale, on peut dire. Il avait envie d'expérimenter, voilà, de voir comment ça fonctionnait. Alors j'essaye dans la pièce de retrouver l'origine de tout ça, et étonnamment, il faut remonter à l'assassinat de Henri IV, en 1610. Donc Descartes a 14 ans, et Henri IV, de son vivant, avait émis un vœu. Il avait dit, après ma mort, j'aimerais que mon cœur soit donné au lycée qu'il avait créé à La Flèche, hein, au collège de La Flèche, pour l'éducation des nobles. Descartes, qui était parmi les meilleurs élèves du collège, donc avait un oncle qui dirigeait ce collège. Donc le directeur du collège était son parent. Et du coup, quand le chœur de Henri IV est arrivé avec les nobles depuis Paris, Descartes a eu l'occasion de le voir de près, le chœur, et il l'a regardé intelligemment, scientifiquement et anatomiquement, quoi. Vous voyez, il s'est intéressé à ça. Et du coup, il a émis le souhait de regarder comment c'était chez le chien ou chez le chat. Voilà. Donc il est parti, l'espèce de passion pour l'expérimentation anatomique et physiologique, elle remonte, je crois, à ce drame national, quoi. Disons qu'il vit en Allemagne ou en Hollande, et à l'époque, on affichait sur les arbres ou dans la rue des problèmes de mathématiques. Et les gens qui étaient capables de les résoudre, donc, se mettaient devant l'affiche et puis discutaient. Bon, alors, Descartes fait la rencontre de quelqu'un, là, qui est devant le problème, et le problème est assez complexe. Alors, Descartes le note, et le lendemain, il apporte la solution. Et c'est comme ça qu'il a fait connaissance avec le monsieur qui était là, qui s'appelle Beckmann, et qui était passionné de physique et de musique, etc. Et pour lui faire plaisir, quelques mois plus tard, Descartes, au moment de la nouvelle année, rédige un petit bouquin
abrégé de musique, et il le lui offre en lui disant bien qu'il ne faut pas qu'il soit publié, c'est juste pour lui. Bon. Et en fait, quand on regarde ce livre, qui est disponible maintenant, on s'aperçoit qu'à 23 ans, Descartes avait tout à fait compris la différence entre les notes dans la gamme de Pythagore et les notes dans la gamme de Zarlino, les points communs et les différences. Bon. Et donc moi, qui ai travaillé sur ces questions depuis plus de 30 ans, j'étais étonné quand j'ai vu ça, le niveau où était Descartes. Et alors on sait par la correspondance de Descartes qu'il avait le projet de reprendre ses études sur la musique. Il voulait écrire un livre meilleur que son abrégé de musique de 23 ans, quand il avait 23 ans, parce que entre-temps, il y avait deux phénomènes fondamentaux qui s'étaient produits. Un, son copain Mersenne, qui était aussi au Collège de la Flèche, avait proposé le concept de fréquence sonore, dont on ne disposait pas avant, et d'autre part,